Ce prix, pour moi, c'est le prix de la liberté. C'est le prix de la liberté et ce n'est pas que mon prix. Comme je le dis souvent, c'est le prix aussi des institutions. C'est quand même assez paradoxal. C'est le prix des institutions de l'État qui ont accepté de nous accompagner à travers justement cet engagement que nous avons eu de demander plus de droits en ligne parce que l'État du Niger ne reconnaît pas aujourd'hui le journalisme en ligne. Et ces institutions de l'État ont eu à travailler avec nous, que ce soit le ministère de la Justice, à travers lequel justement nous avons été condamnés à plusieurs reprises par la justice nigérienne. Donc, mais malgré tout, ils ont tenu à s'asseoir avec nous chaque fois que nous les avons conviés pour regarder justement les manquements qu'il y a concernant la loi sur la cybercriminalité, les manquements à corriger autant en matière de droit en ligne, autant en matière de sévérité de certaines peines, autant du fait que certains articles comme la diffamation, tels que nous avons eu à faire le plaidoyer. En fait, les Nations Unies ont demandé dans les années 90 aux États de surseoir à toute peine d'emprisonnement pour ce qui concerne les diffamations. Donc ça a été un acquis justement en matière de la loi sur la liberté de presse. Mais en 2019, quand il y a eu les lois sur la cybercriminalité, la diffamation est revenue dans le texte justement de loi sur la cybercriminalité. L'État du Niger, en 2022, a modifié ce texte, mais avec le changement de régime qu'il y a eu, la diffamation est revenue encore. Donc on ne désespère pas, on se dit que dans toute démocratie, il y a eu 2 pas en avant souvent, on fait 5 pas en arrière et peut-être qu'un jour, on aura l'opportunité de faire 10 pas en avant pour que cette loi soit modifiée, qu'elle respecte justement les libertés d'expression, la liberté d'opinion et la liberté de presse telles que conférées et telles que ratifiées par l'État du Niger au niveau des traités internationaux. Alors ceci dit, hormis la loi, cette loi sur la cybercriminalité, qu'en est-il de la liberté de la presse et d'expression aujourd'hui au Niger, au niveau, si on peut un peu avoir la température un petit peu de tout cela? Oui, je pense que la température se prend à partir des différents classements qu'il y a eu pour le Niger. En 2011, on se souvient que quand l'ancien président Issoufou Mahamadou avait ratifié la table de la montagne, le Niger a fait un bond en avant. On a été classé jusqu'à la 44e place en matière de liberté de presse. Et aujourd'hui, si je ne me trompe pas, nous sommes, en tout cas, nous avons perdu au moins une dizaine de places. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais je crois que lors du dernier classement, nous avons été classés vers les 70e places, ce qui est quand même un recul pour un pays qui a fait si bien. Et nous espérons que nous allons revenir, en tout cas, aux places de prestige que nous méritons. Et cette place de prestige que je pense beaucoup de journalistes se sont battus et même des hommes politiques s'y sont battus pour qu'on ait ce prestige-là. Revenons au prix très rapidement, hein. Vous avez donc été 4 lauréates, 4 femmes, n'est-ce pas? Vous pouvez nous citer les 4 autres femmes et leur pays? Kwimi du Guatemala, Eila de Gaza, à qui ici je tiens en tout cas à partager beaucoup d'empathie parce qu'elle n'est pas présente avec nous au vu de ce qui se passe à Gaza. Je pense que ce prix est d'abord pour elle. Ça démontre, je pense, la souffrance dans laquelle est plongée quand même une partie du monde. Et je pense qu'on ne peut pas être sensible à ça. Il faut le rappeler, c'est aussi notre rôle en tant que journaliste pour que les choses puissent changer et que les choses changent en bien. Et il y a aussi Alsou de la Russie. Donc, toutes ces femmes, je pense que la diversité des lieux où nous venons, étant aussi des femmes, démontre en tout cas à travers le CPJ que nous ne sommes pas seuls, que nous partageons des problèmes qui sont souvent similaires. Et cela démontre que le monde, en tout cas, est uni aujourd'hui, je pense, pour des meilleures causes et pour que le journalisme puisse s'exercer tel qu'il se doit,
tel que nous l'avons appris dans les institutions. Samira Sabbou, à propos de souffrance, vous avez été arrêtée plusieurs fois, même emprisonnée, par 3 régimes différents, y compris l'actuel régime militaire. Comment avez-vous vécu ces périodes? C'est des périodes de tristesse, c'est des périodes de désolation. Et par moments, il faut aussi dire que nous sommes touchés dans notre dignité, parce que souvent nous sommes traités comme des criminels avant que vérité ne soit faite. Et souvent, même quand la vérité est faite, elle n'est pas exposée au grand public. Donc c'est avec beaucoup d'amertume que je me dis que j'ai été enlevée par mon État pour lequel j'ai travaillé, parce que j'ai tenu à faire les choses dans les règles, que j'ai été arrêtée en prétextant que je suis en intelligence avec des puissances étrangères pour détruire mon pays. Je ne crois pas qu'un citoyen doté de bon sens puisse agir de tel. Je ne peux pas rentrer, je ne vais pas rentrer dans les détails du dossier qui est, si je ne me trompe pas, toujours en cours, mais je pense que la société me connaît bien, mes amis me connaissent bien, le travail que j'ai fait en ligne, je pense, expose assez largement que je suis, oui, non pas une citoyenne du Niger seulement, je suis une citoyenne du monde. Je crois que nous pouvons vivre en harmonie avec tous les peuples du monde. S'il y a des conventions qui ne nous plaisent pas, je pense que nous avons aussi le devoir envers l'humanité de faire les choses dans les règles, en respectant toute race, tout pays, tel que cela se doit, et d'exiger aussi ce retour, je pense, dans les valeurs et les principes universels que nous connaissons tous. C'est une question de morale, c'est une question de valeurs, c'est une question de principe. Et je ne pense pas que parce qu'on défend ces valeurs, que nous sommes un ennemi de notre nation, tel que certains veulent le faire croire, qu'il faut se ranger de tel ou tel parti pour être un bon citoyen. Je ne crois pas qu'il s'agit de cela. Il faut se ranger dans les valeurs qui sont connues à travers la moralité que nous avons tous et qui, je le répète, est universelle. Est-ce que ces expériences vous ont dissuadé de dévoiler certaines informations sensibles, ou est-ce que vous conservez vos principes? Selon moi, il n'y a pas d'information qui est plus sensible qu'une autre. Les informations qui sont sensibles, c'est celles qui touchent notre humanité. C'est souvent celles qui dérangent. C'est souvent celles qui nous disent que nous sommes en train de faire mal les choses et qu'il faille les corriger. Et ce n'est pas parce que c'est difficile de corriger certaines situations qu'il faille criminaliser ceux qui mettent en exergue les dysfonctionnements de nos sociétés. Je pense qu'il revient à tout un chacun de comprendre le rôle du journaliste. Et je me dis que ces dernières années, on diabolise ce rôle et peut-être qu'il devrait y avoir plus de sensibilisation pour faire comprendre justement autant aux hommes politiques, autant à ceux qui les supportent, que le journaliste n'est pas un criminel. Mais le journaliste met en avant ce qu'il faut corriger. Le journaliste met en avant, oui, la souffrance du monde. Souvent, on a tendance à dire que nous ne mettons que les mauvaises choses en ligne. Mais pourtant, ce qu'on a appris, le principe même du journalisme, c'est qu'on dit qu'un train qui arrive à l'heure n'est pas du journalisme. Parce que le train est arrivé à l'heure, il n'y a pas de dysfonctionnement. Mais c'est le dysfonctionnement, le pourquoi le train n'est pas à l'heure, c'est cela que nous devons mettre de l'avant pour que ce dysfonctionnement puisse être corrigé et permettre à chacun d'arriver à bon port chez lui et dans les délais qui conviennent. Samira Sabbou, plus de 300 000 personnes vous suivent sur Facebook. C'est un grand succès. Et comment vous l'expliquez, ce succès, et surtout quel genre de contenu intéresse les internautes? Oui, est-ce que c'est un succès ou ce sont ces valeurs justement universelles qui sont véhiculées? Comme je le dis aujourd'hui, le monde est un grand village. Nous sommes tous unis, il y a des communautés qui sont partout. Donc,
les histoires des hommes, je pense que c'est cela qui intéresse les gens. De mettre en exergue qu'il y a un problème quelque part, que ce problème soit corrigé. Les gens qui nous approchent justement tous les jours pour nous raconter leur histoire, parce qu'ils se disent qu'à travers notre page, leur histoire sera sue et qu'il y aura une correction. Je pense que c'est pour ça souvent que, autant même ceux qui nous pourchassent, même certains responsables administratifs, nous le disent, que oui, ils viennent sur notre page pour y voir ce qui se passe, sans y laisser de traces. Donc, je pense qu'à partir de ce moment, il y a quand même un travail qui est fait, un travail d'humanité, et je pense que c'est peut-être cela, et où je le fais avec passion. En 2023, ABCA a déposé un projet de loi à l'Assemblée nationale pour la reconnaissance légale du statut de blogueur. Est-ce que ce projet a vu le jour? Ce projet n'a pas vu le jour parce que quelques jours après, je ne dirais même pas quelques semaines, quelques jours après, il y a eu un changement de régime. Et je tiens à rappeler justement le contexte. Nous nous sommes assis avec des institutions de l'État, le ministère de la Communication, le ministère de la Justice, le Conseil supérieur de la communication. En général, les institutions sont conscientes qu'il y a un problème. Et je pense que ce problème n'est pas juste propre au Niger, il est propre à l'Afrique de l'Ouest, à la CEDEAO. En 2016, la Commission de l'Union européenne a demandé aux pays de la CEDEAO d'adopter des lois sur la cybercriminalité au regard de la Convention de Budapest. Donc, mais au passage, nos États ont utilisé ces lois justement pour y mettre des restrictions de liberté de presse, de liberté d'opinion. Et justement, à travers cette requête d'avoir un statut de blogueur, nous voulons qu'en dehors de la répression, qu'il y ait une reconnaissance des activités en ligne. Parce qu'aujourd'hui, il y a un vide juridique à ce niveau. Nous sommes au XXIe siècle et on ne doit pas rester avec ce vide. Et cette histoire, ce problème n'est pas propre qu'au Niger. Il est propre au pays, comme je le disais tout à l'heure, de la CEDEAO. Et si vous prenez ces pays, en fait, même le statut de blogueur, le statut de ceux qui exercent en ligne n'est pas clair. Il n'a jamais été défini. Donc, à travers ce statut de blogueur, nous demandons aux institutions de s'asseoir, de définir qui est blogueur journaliste, qui est blogueur influenceur, vidéoman, etc., qu'il y ait une situation réelle. Et nous avons abordé l'UNESCO. L'UNESCO aussi nous disait, en tout cas, qu'il y a un regard qui est fait justement à ce niveau. Donc, qu'il faille justement... en tout cas être plus regardant sur les activités en ligne qui se font aujourd'hui dans le monde et particulièrement au niveau de certains espaces du globe. En 2020, Samira Sabou, avec d'autres journalistes d'investigation, vous avez dénoncé une affaire de surfacturation, de faux contrats pour des achats d'équipements au sein du ministère de la Défense. Et c'était d'ailleurs issu d'un audit de l'Inspection générale des armées. Est-ce qu'il y a eu, suite à cela, des condamnations, des poursuites? Où en est cette affaire? L'État a liquidé cette affaire à la justice, où on est passé d'une enveloppe de 76 milliards qui était soi-disant détournée après l'enquête, bien sûr, de la présidence de la République. Et quand ce document est arrivé au niveau de la justice, le montant de 76 milliards est revenu à 16 milliards. Donc, de 16 milliards, ceux qui étaient présumés ou ceux qui ont été reconnus, en tout cas, coupables dans cette histoire, ont dû débourser ces 16 milliards. En tout cas, c'est ce que nous avons appris par l'intermédiaire de leur avocat par point de presse. Vous avez aussi dénoncé en 2022 un trafic de drogue au Niger, ce qui vous a causé des ennuis d'ailleurs, n'est-ce pas? Oui. Donc où en est cette affaire aussi? Est-ce qu'on est encore au niveau de la justice?
Oui, tout comme l'affaire du ministère de la Défense. Pour le ministère de la Défense, notre dossier est en cours de cassation. Je rappelle ici qu'en première instance, nous avons été reconnus non coupables, mais quiconque connaît l'architecture du système judiciaire en Afrique de l'Ouest, c'est qu'il y a la cour d'appel. La cour d'appel, les juges sont nommés. Donc au niveau de cette instance, le premier verdict a été cassé, donc on ne nous a plus reconnus non coupables, mais cette fois on nous a reconnus coupables. On a passé 48 jours de prison et on nous a condamnés à 30 jours de prison. Donc il y a selon nous un manquement. Donc nous avons porté l'affaire en cour de cassation. Concernant l'affaire du trafic de drogue, c'est moi et mon confrère Moussa Aksar qui ont été condamnés, alors que plusieurs personnes ont partagé le même article en ligne. Mais personnellement, j'ai toujours eu de la difficulté à comprendre pourquoi est-ce que j'ai été poursuivie alors que je ne suis pas la seule qui ait partagé cet article. Et par la suite, Aksar a été rentré dans le dossier. Donc, on a eu 2 mois de sursis pour avoir partagé un article sans le modifier, en vertu justement de la loi sur la cybercriminalité. Et l'affaire est en cours d'appel. Nous attendons éventuellement un passage devant les juridictions. Alors, la justice contre vous, toutefois, vous avez parlé d'un trafic de drogue. Est-ce que la justice a ouvert un dossier sur ce présumé trafic de drogue ou pas? À ce que je sache, non. Donc, non, pas du tout. Pas du tout. Vous publiez beaucoup sur les réseaux sociaux des informations pour inciter à l'action citoyenne. Vous faites aussi beaucoup le plaidoyer des médias sociaux. Vous faites aussi des formations. Est-ce que vous permettez aux internautes finalement d'utiliser Internet de manière efficiente et de manière à faire progresser la société, parce qu'on sait qu'effectivement les réseaux sociaux sont une source d'information extraordinaire, mais aussi une source où l'on voit un petit peu de tout, des fake news, des contenus appropriés. Donc est-ce que vous leur apprenez finalement à bien utiliser au niveau informatif ces réseaux sociaux? Oui. Merci pour cette question. Souvent, je rappelle aux gens que les réseaux sociaux, c'est comme dans la vie habituelle. On rencontre autant des fous, on rencontre autant des gens qui ont plusieurs degrés, plusieurs niveaux d'éducation, donc où le niveau d'éducation n'est pas le même, le niveau de conscience ou le niveau d'engagement face à l'outil n'est pas le même. Les formations, vous ne pouvez pas comparer un journaliste en ligne et un profane aussi en ligne. Donc, toutes ces formations, nous les faisons justement pour faire comprendre aux gens que les réseaux sociaux, c'est comme dans la vie normale. Il faut faire attention à ce qu'on dit, comment est-ce qu'on le dit. Il faut s'assurer que l'information soit véridique. Si elle n'est pas véridique, comment la vérifier? Donc, globalement, nous faisons de l'éducation aux médias, si je peux le dire ainsi, avec tout ce que ça comporte. Et aussi, nous sensibilisons les jeunes à valoriser davantage le métier qu'ils font, plutôt que de s'auto-proclamer journaliste, comme souvent les gens le font. On leur apprend qu'il n'y a pas que l'aspect politique qui est là. On peut traiter justement de la situation, par exemple, énergétique. On peut parler de la situation de l'eau. On peut parler de la production alimentaire, de l'environnement, etc. Donc, pour qu'on puisse avoir une globosphère qui est un peu plus riche, justement, en informations diversifiées, plutôt que d'avoir toute une population qui est cramponnée sur les aspects politiques. Donc, autant de sujets que nous traitons. Et justement, comme vous l'avez dit, nous militons beaucoup pour les droits numériques parce qu'au Niger, 75% de la population a moins de 18 ans. Donc, si aujourd'hui, il n'y a que la loi sur la cybercriminalité pour réguler ce secteur, c'est que nous pensons, à notre avis, que dans les années qui vont venir, nous risquons aussi d'être derniers, si on peut le dire, en termes de classement, parce que notre politique aura été davantage d'effrayer la jeunesse sur sa présence en ligne
plutôt que de créer les conditions pour lui montrer que c'est un outil de développement, c'est un outil économique, parce qu'aujourd'hui, ce que nous faisons justement, c'est que nous accompagnons même des jeunes qui ont peu de scolarité à développer des activités qu'elles peuvent faire valoir en ligne. Par exemple, la vente de nourriture, des restaurants, des jeunes qui créent comment on appelle ça, des plats à l'heure du déjeuner, à l'heure du petit déjeuner, qu'elles mettent en valeur, ou des petites activités génératrices de revenus sans avoir une boutique. Elles mettent en lumière leur activité à travers les médias en ligne. Donc pour nous, c'est autant de choses qu'il faut valoriser, qu'il faut pousser les jeunes à prendre conscience pour que des pays pauvres comme les nôtres, qu'on puisse donner l'espoir aux jeunes qu'il y a des opportunités aussi. Samira Sabou, une dernière question. Vous êtes aussi militante des droits des femmes. Oui. Quel regard portez-vous sur la présence des femmes au niveau de la transition? De la transition... La transition militaire au Niger. Bon, évidemment, lors des gouvernements passés, nous avons eu un ministère de la femme et de la protection de l'enfant. Aujourd'hui, nous avons eu une direction. Donc, de ministère, nous sommes passés à une direction. Donc, du point de vue du poids, certes, ce n'est pas la même politique. Il est mis de l'avant que c'est la sécurité aujourd'hui qui importe sur, en tout cas, beaucoup de dossiers. Donc, je pense que nous prenons acte, comme nous avons pris acte aussi, justement, de tous les événements passés. Donc, quand le temps viendra, nous ferons le nécessaire pour que les choses puissent changer. D'habitude. Comme je dis, en démocratie, on comprend bien qu'on fait un pas en arrière, on avance de 2 pas, et nous avons espoir que dans les mois à venir, en tout cas d'après ce qui nous a été exposé publiquement, c'est que la situation devrait revenir à la norme dans les mois à venir. Donc c'est cet espoir que nous portons. Samira Sabou, merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien avec VOA Afrique. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes journaliste d'investigation, vous êtes blogueuse et vous êtes lauréate du prix international de la liberté de la presse 2024 du CPJ, le Comité pour la protection des journalistes. Merci beaucoup.